La réalité de ce qui s'est passé ici en Iran, parce que j'étais en Iran et que vous étiez aux États-Unis, c'est que nous assistions tous deux à quelque chose de majeur, voire à la possibilité d'une guerre entre les deux pays. C'était une grande source d'inquiétude pour moi, car je ne vois rien de bon sortir d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran, pour quiconque, ni pour les États-Unis, ni pour l'Iran, ni pour la région. Quelle est votre analyse, votre évaluation de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement, compte tenu des politiques menées à l'égard de l'Iran? Il est presque impossible de comprendre quelle stratégie, s'il y en a une, se trouve dans l'esprit de l'administration américaine actuelle, ou plutôt devrais-je dire dans ses esprits. On voit la puissance de combat, les groupes aéronavals, les plus représentatifs de cette force, faire route vers la région. On voit, du moins en apparence, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des signaux venus de Téhéran, auxquels Washington aurait répondu, suggérant qu'il devrait reprendre les discussions. Et c'est inquiétant parce que, vous savez, le précédent que cela crée est, eh bien, d'un autre côté, les opérations d'évacuation des non-combattants depuis les zones que l'Iran pourrait frapper, comme Al-Jadid ou un endroit comme Bahreïn, ont, à ce que j'ai compris, cessé, et elles n'ont en réalité pas permis d'évacuer beaucoup de monde. Il n'y a pas tant de personnes que ça à évacuer dans certains cas, mais à Bahreïn, par exemple, je me serais attendu à ce que le quartier général de la flotte et les installations de soutien autour aient été évacuées. C'est une cible très tentante, si l'on peut dire, tout comme à l'Udeid. Donc je ne sais pas comment interpréter ces signaux. Sommes-nous simplement en train de faire de la posture en préparation à un dialogue plus poussé? Ou mettons-nous complètement le dialogue de côté? Ou faisons-nous les deux, en utilisant le dialogue comme nous l'avons fait auparavant, pour endormir les Iraniens et leur faire croire que quelque chose de positif va se produire avant de frapper? Et ensuite vient la question, si nous frappons, comment frapperons-nous? Est-ce que ce sera ce que je pense être absolument inefficace, à part peut-être tuer quelques personnes et rendre beaucoup de gens vraiment furieux à nouveau, des frappes aériennes? C'est tout ce que je vois que nous pourrions mettre en œuvre. Et qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que l'Iran a une décision importante à prendre. Car les frappes aériennes ne causeront pas tant de dégâts à moins qu'elles ne se poursuivent jour et nuit pendant 7 ou 8, voire 14 jours. Et cela signifie au moins 3 groupes aéronavals. Cela implique d'envoyer des escadrons sur les bases aériennes existantes dans la région. Je ne sais pas, Nima. Je ne sais pas comment répondre à ta question. À mes yeux, cela ressemble à une bande d'enfants qui jouent. Je ne prétends pas savoir ce que Hegseth pense ou fait. Et je ne prétends pas savoir ce que Trump pense ou fait en ce moment. Car il a été complètement incohérent à propos de l'Iran, allant de déclarer qu'il n'est pas un homme aimant la guerre à faire ce qu'il a fait auparavant avec les B-2 et la diplomatie qui se déroulait au moment où il a frappé. Peut-être qu'une partie de sa stratégie consiste à maintenir les Iraniens totalement sur la défensive, sans savoir ce qui va arriver ni quand cela arrivera. Et puis, il faut aussi prendre en compte Netanyahou. Vous savez, je regardais l'autre jour ce qu'ils appellent le cessez-le-feu et la phase expérimentale 1, et ils ont tué entre 30 et 50 Palestiniens par jour. Ajoute la Cisjordanie et les troubles qui s'y déroulent, peut-être près d'une centaine par jour. Alors à quoi allons-nous faire face dans la phase 2? Et maintenant, Netanyahou dit qu'en raison de la coopération de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, la situation se calme un peu. Je ne sais plus comment interpréter cette situation non plus. Nous nous sommes lancés, à mon avis, dans une mission insensée avec ce groupe pour la paix. Il y a même des gens qui refusent $1 milliard, je crois,
pour s'acheter une place au Conseil de la paix. Je ne sais pas, Nima. Je ne prétends même plus comprendre ce qui se passe dans cette région. Ce qui m'a paru si évident ici en Iran, c'est la manière dont l'administration Trump et les personnes qui tiraient les ficelles en coulisses, que ce soit dans les médias traditionnels, les médias alternatifs, X, tout cela, cherchaient d'une manière ou d'une autre à promouvoir le retour du fils de l'ancien Shah d'Iran comme alternative. Ils affirmaient que c'était l'avenir de l'Iran, essayant de convaincre non seulement les Iraniens, mais aussi les États arabes de la région que ce serait également une bonne option pour eux. Mais il ne semble pas que quiconque soit prêt à y croire. Je suppose que c'est aussi la stratégie de Netanyahou. Je ne pense pas que Trump y croit. D'après ce qu'il a dit, je ne pense pas qu'il y croit non plus. Je ne pense pas que ce soit du tout dans ses plans. En fait, je pense qu'il dirait que c'est absurde, qu'il va faire quelque chose de concret. Tu vois, je suis assez sûr que cela dépend de Bibi Netanyahou. Je ne pense pas que Trump veuille vraiment une guerre avec l'Iran. Je ne pense pas qu'il l'ait jamais voulu. Je pense qu'une grande partie de ses actions est motivée par l'argent de Myriam Adelson et par conséquent par Bibi Netanyahou. Je pense qu'il aimerait probablement parvenir à une sorte d'accord avec l'Iran qui résonnerait dans les couloirs du monde et servirait de témoignage à la 9e guerre qu'il aurait évitée, ou quelque chose du genre. Mais Bibi est la grande inconnue dans tout cela. Je reviens à mes déclarations précédentes, dont je ne me suis pas rétracté. Bibi ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas attaqué l'Iran de manière significative et dans son esprit provoqué un changement de régime, fait de l'Iran un État vassal d'Israël, car c'est la seule véritable puissance. Si l'on met de côté la Turquie et les autres pays arabes à part l'Égypte, si l'on considère que l'Égypte est un pays arabe, ainsi que la Jordanie et d'autres, si on les écarte, le seul obstacle à ce qu'Israël fasse ce qu'il veut quand il le veut, aux yeux de Netanyahou, c'est l'Iran. Et il veut qu'il disparaisse. Il veut en faire un État vassal, il veut en faire un État soumis, ou, à défaut, qu'il sombre dans le désastre, qu'il s'effondre, qu'il soit en guerre civile, peu importe. Et je ne pense pas que Trump puisse se détourner de cela. Donc, il doit gérer ça. Je pense que je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais cette activité sismique près de Dimona, et certaines personnes qui spéculent dans la presse sur le fait qu'il pourrait s'agir d'un essai nucléaire israélien d'une certaine sorte. D'après ce que j'ai compris, c'était à environ 20 mètres sous terre. Ce serait une sacrée chambre. Mais Israël ne l'a pas nécessairement démenti, donc soit il l'utilise, soit c'était effectivement quelque chose de ce genre. Et qui essaie-t-il de menacer ? Essaie-t-il de menacer l'Iran ou essaie-t-il de menacer Donald Trump? Netanyahou utilise-t-il la perspective d'employer des armes nucléaires comme une menace envers Trump? Si tu ne le fais pas, j'utiliserai une arme nucléaire. Si tu ne viens pas m'aider à le faire de manière conventionnelle, j'utiliserai une arme nucléaire. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment aborder cette histoire à propos du Negev. C'était quoi, 2 kilotonnes? Ou pas 2 kilotonnes, mais 2 sur l'échelle de Richter, ou quel que soit l'événement sismique que c'était dans le Negev. C'était un moment très mal choisi, si l'on peut dire. Je veux dire, les Israéliens étaient à Dimona. Ils faisaient des choses à Dimona, et tout à coup ça se produit. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne mettrai pas ça au-dessus de Netanyahou. On m'a dit qu'auparavant, la raison pour laquelle il avait poussé Trump à faire ce qu'il a fait concernant les sites d'armes nucléaires en Iran et d'autres choses que nous avons faites, comme aider Israël à mener ses frappes aériennes, la raison pour laquelle il avait accepté de le faire, c'est que Netanyahou avait menacé d'utiliser une arme nucléaire s'il ne le faisait pas.
Je n'en mettrai pas ma main au feu avec Netanyahou. À mes yeux, les implications sont dangereuses, des implications nucléaires. Et j'espère me tromper. J'espère que ce n'était qu'un événement sismique, un petit tremblement de terre ou quelque chose du genre. Mais cela me ramène à cette idée, je crois que je t'en ai déjà parlé. Si j'avais été en Iran, j'aurais fabriqué une arme nucléaire. J'en aurais construit une et j'aurais dit, la voilà. Très bien, maintenant nous sommes dans une impasse. Arrêtons ce que nous faisons. Nous sommes là pour rester. Tu sembles faire allusion au fait que vous êtes là pour rester. Je ne suis plus sûr que ce soit vrai. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alors Netanyahou a toujours eu cette carte maîtresse. Je pense que ton point de vue a du sens pour moi, parce que Netanyahou veut vraiment influencer Donald Trump. Ils veulent convaincre que cette guerre serait un tournant pour les États-Unis. Et il ne s'agit pas seulement de ce que Netanyahou essaie de faire sur le plan militaire, mais regarde la manière dont il joue avec le fils du Shah d'Iran. J'observe ce qu'il fait. Je ne sais pas si tu as vu son interview sur Fox News. Il a dit « Il suffit de frapper l'Iran. Peu importe que ce soit Israël ou les États-Unis, faites-le simplement. » Et tout cela tourne autour de la création de nouvelles guerres, Larry. Il s'agit de déclencher une nouvelle guerre. Ils espèrent que l'issue de cette guerre serait bénéfique, avant tout pour Israël, puis pour les États-Unis. Le problème, c'est que la réalité de ce qui se passe en Iran et ce que tu vois dans les médias grand public, en dehors de l'Iran, ce n'est même pas comparable. Ce n'est même pas proche. Nima, nos médias sont perdus. Aux États-Unis, nos médias sont perdus. Ils sont soit des défenseurs inconditionnels, parfois sans même s'en rendre compte, du gouvernement, répétant sa ligne comme des charlatans, soit complètement déconnectés. Et comme nous en avons déjà parlé, ils sont déconnectés parce qu'ils n'ont plus de rubrique internationale, plus de correspondants sur le terrain. Ce matin, j'ai trouvé intéressant de lire un article en ligne dans le New York Times sur le Venezuela, écrit par quelqu'un qui connaît vraiment le pays et y a vécu. Ils l'ont trouvé, je crois qu'il est russe, mais il a beaucoup voyagé au Venezuela. Il a donc écrit un article pour le Times ce matin. C'est la première fois que le Times, la Dame Grise, le journal qui publie toutes les nouvelles dignes d'être imprimées, dit quelque chose de cohérent à propos du Venezuela parce qu'ils n'ont personne sur le terrain. Et c'est vrai pour pratiquement toutes les sources médiatiques en Amérique. Donc ils ne savent pas ce qui se passe. Alors que font-ils? Ils reprennent la version de la CIA, du gouvernement, de n'importe quel porte-parole qui sort et leur raconte l'histoire, et ils la publient telle qu'elle. Donc nous n'avons pas de médias dans ce pays. Nous n'avons rien en matière de médias à part ce que vous faites maintenant, ce que font les podcasts et les médias alternatifs. Et c'est pour ça que ça prend de l'ampleur et que ça leur prend des parts d'audience, aussi bien dans l'audiovisuel que dans la presse écrite. Mais c'est quand même incroyable pour une démocratie, prétendument une démocratie, qui n'a plus de journaux. Vous savez, Thomas Jefferson a dit que s'il fallait choisir entre les journaux et le gouvernement, il choisirait les journaux. Il n'était pas président quand il a dit cela. Mais nous n'avons tout simplement rien. Alors le peuple américain est dans le noir et pense que ce que vous venez de décrire et ce que les journaux ici ont décrit et continuent de commenter est vrai. L'Iran vacille, il a été pulvérisé. Ce n'est pas la vérité, et vous le savez. Les gens en Iran le savent, les gens dans la région le savent, probablement, dans une certaine mesure. Je ne sais pas à quel point le lavage de cerveau est répandu en Israël. Je sais que Netanyahou est un professionnel du lavage de cerveau. Mais la situation n'est pas réelle. Maintenant, parlons de Donald Trump. Donald Trump convoite le Groenland. Il convoite le Mexique. Il convoite le Canada.
Il convoite un territoire qui borde le sien. Il ne convoite pas l'Asie du Sud-Ouest. Et je ne pense pas que ce soit une proposition stupide. Je pense que c'en est une intelligente. Qu'est-ce que je veux en Asie du Sud-Ouest? Et pourquoi croirais-je que l'Asie du Sud-Ouest me menace? Je ne le crois pas. Mais j'ai cette femme nommée Myriam qui me donne des tonnes d'argent et va m'en donner encore plus. J'ai d'autres milliardaires sionistes qui me donnent de l'argent, et ainsi de suite. Donc je dois faire comme si c'était le cas. Si Bibi veut faire quelque chose là-bas, très bien, qu'il y aille. S'il se met dans le pétrin, tant pis, ça me le retirera de la tête. Je ne pense vraiment pas que Trump veuille une guerre avec l'Iran. S'il en a une, s'il finit par en faire partie, ce sera à cause de Bibi Netanyahou et de ses bienfaiteurs, tu sais, sous leur impulsion. Ce sera leur guerre. Le problème, Larry, c'est que lorsque tu vas aussi loin dans la propagande contre l'Iran, lorsque tu fais de toute une préparation à une nouvelle guerre, c'est extrêmement dangereux. Parce que n'importe qui dans l'administration Netanyahou pourrait prendre une décision, faire quelque chose de stupide, et tout pourrait dégénérer. Je pense qu'ils font des choses stupides depuis longtemps. Vous savez, peut-être que les Israéliens, la majorité d'entre eux, d'après ce que je vois dans les sondages, la plupart des Israéliens restés en Israël, les Israéliens juifs restés en Israël, n'ont même plus besoin de se boucher le nez pour être d'accord avec ce qu'il fait. Ils sont pour à 100%. Ils veulent qu'il aille jusqu'au bout. Ils veulent qu'il élimine jusqu'au dernier Palestinien ou qu'il les envoie, vous savez, au Soudan ou au Somaliland ou ailleurs. Ils le soutiennent encore pleinement dans ce qu'il fait. Ils ne l'aiment pas forcément en tant qu'individu. Ces sondages-là sont différents. Mais ils le soutiennent totalement pour ce qu'il fait. Vous savez, je pourrais dire quelque chose de vraiment choquant et on me traiterait d'antisémite, mais ils méritent tout ce qui leur arrive, parce qu'ils veulent ça, ils veulent les tueries, ils veulent le bain de sang. Je ne sais pas si tu as vu que Ralph Nader a publié le rapport de Francesca Albanese. Il y a plusieurs points où elle s'écarte vraiment du récit habituel sur Gaza. Mais celui qui ressort le plus, et sur lequel Ralph pense qu'elle a raison, c'est l'affirmation selon laquelle 600 000 Palestiniens seraient morts, dont 75% de femmes et d'enfants. Et tu sais, les chiffres du ministère de la Santé du Hamas sont complètement faux. J'ai toujours pensé qu'on était plutôt autour de 150 000 ou 200 000. Ces gens vont avoir des tombes dans le béton, ils vont y être enterrés. On va tout recouvrir, phase 2, phase 3, peu importe. Ce qui apparemment n'intéresse pas du tout Netanyahou. Gaza va devenir une autre partie d'Israël, avec tous ces morts sous 6 mètres de béton. Et Donald Trump va déclarer que c'est une autre guerre dans laquelle il aurait soi-disant négocié la paix. Je pense que c'est l'une des façons de comprendre ce qui se passe. Vous savez, la propagande, ce qui se joue entre les États-Unis et l'Iran, entre l'Iran et Israël, et maintenant entre l'Iran et tous ces États arabes, avec la Turquie d'une certaine manière impliquée. La Turquie, comme vous le savez, fait face à d'énormes problèmes et difficultés en Syrie, avec ses combattants de l'État islamique libérés des prisons. Ce genre d'activité déstabilise profondément toute la région. Aujourd'hui, Erdogan a déclaré « Nous soutenons nos frères et sœurs en Iran contre cette sédition soutenue par Israël. Nous savons qu'il existe une différence entre l'Iran et la Turquie concernant la situation à Gaza. Mais la Turquie, d'un autre côté, comprend la situation et les difficultés auxquelles elle est confrontée en Syrie. C'est une région très complexe, Larry, à cause de la Syrie. La Syrie est devenue, à mon avis, la bombe nucléaire de la région, après tout. Je ne suis pas forcément en désaccord avec cela.
J'ai toujours pensé que si l'un ou l'autre des Assad, le père ou le fils, avait été écarté de la Syrie, nous le regretterions. Comme nous l'avons fait, par exemple, dans un sens plus restreint, mais tout aussi obstiné, en Libye, lorsque nous avons écarté Kadhafi de son pays. Peu importe ce que l'on pensait de l'un ou de l'autre des Assad, et ils étaient tous deux des hommes impitoyables. Ils maintenaient un certain degré de contrôle sur ce qui pouvait être et est, d'un point de vue géographique, une zone extrêmement dangereuse. Et nous le voyons maintenant. Nous voyons ses mains avoir été retirées, l'euphorie parmi les Syriens, un retour de la diaspora, pour ainsi dire, et un retour en Syrie. Nous les voyons maintenant partir à nouveau, car la situation est devenue si dangereuse, et je ne leur en veux pas. Oui, la Syrie a toujours été un élément dangereux en Asie du Sud-Ouest, situé entre le Liban et ses problèmes, et l'Iran et sa relative stabilité, utilisé par les deux camps pour déstabiliser l'autre. Et maintenant, nous voyons ce qui se passe quand la main forte prend le contrôle. Je ne cherche en aucun cas à défendre ni Assad, ni des gens de ce genre, les kadhafistes. Mais si l'on n'a pas de meilleur plan pour ce qui va se passer après avoir éliminé ce type de régime, pensez à Tito, en Yougoslavie par exemple, et à ce qui est arrivé à la Yougoslavie après la fin de la guerre froide, quand les freins ont sauté et que Milosevic est arrivé. Et c'est le genre de choses qui arrivent. Si tu n'as pas une sorte de plan en avançant, une sorte de stratégie pour gérer ça, alors pourquoi t'en mêler comme nous le faisons tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Tu peux parler jusqu'à en perdre haleine avec des gens de la CIA, du département d'État et d'ailleurs, à propos de ce genre de choses. Tu n'arriveras à rien. C'est pas fini. Ça, c'est sûr. La situation en Syrie n'est pas réglée, et ce n'est ni l'euphorie, ni la paix, ni des temps merveilleux. Et la situation de l'Iran, voilà ce qui me frappe vraiment. L'Iran est le pays le plus stable de la région. C'est le pays le plus stable de la région, et j'inclus les États du Golfe dans cette comparaison. L'Iran est tout autant une démocratie que les États-Unis. Il adopte peut-être une approche différente, mais il possède un parlement, et ce parlement détient un véritable pouvoir. Ses membres sont élus. Il comporte autant d'éléments démocratiques que les États-Unis. Il est donc absurde de le qualifier d'État bureaucratique, au sens où il n'y aurait aucune démocratie et où tout serait imposé. Nous avons donc ici 90 millions de personnes vivant dans un État stable, avec un gouvernement qui fonctionne raisonnablement bien et qui présente de nombreux aspects démocratiques. Et vous essayez de le renverser. Regardez la Syrie, regardez la Libye, regardez presque n'importe quel endroit où nous sommes intervenus. Regardez l'Irak, d'ailleurs. Ils se battent encore pour remettre de l'ordre. Pourquoi voudriez-vous aller faire la guerre à l'Iran? C'est absurde. C'est absurde. Et je pense que Trump le sent. Je sais que je lui accorde un mérite que beaucoup refusent de lui accorder. Une multitude de gens refusent de le faire. Mais je ne pense pas qu'il veuille une guerre avec l'Iran. Je pense que c'est Bibi qui veut une guerre avec l'Iran. Et je pense que Trump a autour de lui des influenceurs fortunés qui le maintiennent lié à Bibi. Je crois qu'il préférerait ne pas l'être.